Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir au webinaire du programme Effets multiplicateurs de l'Assemblée de l'Ontario, la francophonie de l'Ontario. Je me présente, Carl Lamarche. Je suis coordonnateur des projets spéciaux à l'AFO. Aujourd'hui, nous présenterons les paramètres du programme Effets multiplicateurs qui cherche à appuyer et outiller les organismes qui représentent la population franco-ontarienne. Pour débuter, nous allons revoir les groupes principaux visés par l'initiative de développement économique de notre bailleur de fonds, FedDev Ontario, soit l'Agence fédérale de développement économique du sud de l'Ontario. Ensuite, nous vous guiderons sur la direction des types de projets et dépenses à présenter en vous fournissant quelques exemples et la façon de structurer la présentation de ces projets. À ce point-ci, vous devriez déjà avoir lu le guide du demandeur ainsi que la foire aux questions. Suite à la présentation du budget, nous passerons aux questions sur le formulaire qui n'ont pas été abordées dans le guide du demandeur. Finalement, nous allons brièvement vous présenter les étapes de la demande effet multiplicateur afin d'avoir les meilleures astuces dans la navigation des documents à intégrer dans le formulaire en ligne. Donc, commençons avec la présentation PowerPoint. Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre microphone, si vous pouvez le mettre à l'état muet pour pas qu'on entende de bruit externe. OK. Donc, on va commencer avec la prochaine page du PowerPoint. La page a été présentée. Ça va vous arriver là d'une seconde à l'autre. OK, on est là. Donc, le programme Effet multiplicateur, c'est un programme d'aide non remboursable. Donc, oui, c'est des subventions qui n'ont pas besoin d'être remboursées, sauf qu'il faut évidemment monter un projet, monter des nouveaux projets qui vont pouvoir contribuer à l'épanouissement des services en français. La projection du programme sur 3 ans, il y a 50 projets que nous espérons présenter sur 3 ans. Ça peut être avec des OBNL, des organismes à but non lucratif, qui incluent aussi 10 entreprises sociales et 10 entreprises privées. Les entreprises privées, c'est surtout des entreprises culturelles et artistiques. Donc, les résultats jusqu'à date dans la première ronde, on a fait une première ronde cet hiver. La première ronde a été quand même assez précipitée. On a eu les fonds, là, on a signé l'entente à la fin janvier. Il fallait débourser les fonds à la fin mars. On est content de dire qu'on a financé 28 projets dans la première ronde, incluant 2 entreprises sociales et 2 entreprises privées. Pour cette ronde-ci, on a réalisé que la demande des fonds dépasse grandement les fonds qui sont disponibles. Donc, il a fallu structurer quelques items là, dans notre présentation du programme. Donc, les projets à soumettre peuvent être entre 5 000 $ et 25 000 $ au total, normalement jusqu'au 31 mars 2021. Et la date limite pour le présent concours est le 3 septembre 2019 à 11h59 p.m. Okay. Donc, le territoire de FedDev Ontario, pour être éligible à effet multiplicateur pour cette ronde-ci, c'est tout l'Est, le centre et le sud-ouest de l'Ontario. Donc, vous voyez la map là, présentement, c'est ça la map là, pour FedDev Ontario. Donc, vous devez vous retrouver dans cette map-là pour être éligible. Continuez. Donc, il y a eu évidemment les projets des premières rondes. Là, on décide qu'on part à 9, c'est-à-dire que tout nouveau projet ou les projets existants d'effets multiplicateurs vont être considérés. Une des choses qui est nouvelle dans cette ronde-ci, c'est que c'est ça que notre bailleur de fonds désire, FedDev Ontario, c'est de financer des projets qui sont locaux ou régionaux, et non pas des projets qui représentent des organismes ou des territoires de services provinciaux, nationaux ou internationaux.
Les nouveaux projets, donc qui n'ont pas reçu de financement effet multiplicateur jusqu'à date, vont pouvoir couvrir la période de 18 mois. On assume qu'on va pouvoir débourser en octobre 2019. Donc, vous allez voir dans le budget, il y a 2 années. L'année 1 couvre de octobre 2019 au 31 mars 2020 et l'année 2 de votre budget couvre d'avril 2020 au 31 mars 2021. Les récipiendaires existants d'effets multiplicateurs pourront soumettre des demandes jusqu'à 12 mois du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Si vous avez déjà eu une subvention avec effet multiplicateur, mais vous présentez un nouveau programme, un nouveau projet, un nouveau service, c'est admissible pour une période de 18 mois, d'octobre 2019 à mars 2021. Et approximativement 180 000 seront disponibles dans cette deuxième ronde. Donc, si on calcule rapidement, là, dans la première ronde, on a distribué 340 000 à 28 bénéficiaires sur 2 années financières. Donc, c'est une moyenne de 12 150 par récipiendaire. Donc, si on regarde à 180 000 on se dit qu'il y a 10 à 15 bénéficiaires qui vont avoir entre 5 et 25 000 Donc, les groupes privilégiés pour effet multiplicateur. On regarde des jeunes, groupes de jeunes, les femmes entrepreneurs également, des services d'intégration aux immigrants, groupes de femmes. Pour toute initiative qui va aider dans le développement économique des services francophones, tourisme, si ça peut aider comme des touristes particulièrement pour les entreprises francophones, des groupes d'économie sociale, si ça l'aide évidemment à l'employabilité. C'est certain que quand le gouvernement offre des fonds non remboursables, c'est pour aider la création d'emplois. C'est vraiment ça le but ultime. Idéalement, c'est de la création d'emplois, puis pour aider des emplois, ils peuvent être temporaires, mais idéalement, ce serait des emplois qui pourraient devenir permanents. Donc, idéalement, c'est des projets qui pourraient devenir autosuffisants, ou est-ce que les organismes pourraient utiliser ces fonds comme un cataclysme pour pouvoir générer des revenus aux autres membres, pour se créer une petite entreprise sociale, se créer des fonds qui sont liés au mandat de leur organisme, qui pourraient générer des revenus récurrents année après année. Donc, c'est pour aider dans le démarrage de ça, puis de ces programmes-là. Ensuite de ça, si vous pourrez aller voir là, sur le site web de l'AFO, il y a également le plan Vision 2025, qui est le plan stratégique communautaire de l'Ontario français, où est-ce qu'on rentre en détail là, dans les initiatives, les principaux enjeux de Vision 2025, qui est le français, le bilinguisme, la jeunesse, et offrir des services de français de qualité, potentiellement à des personnes vulnérables, des services, implication des aînés, perfectionnement du leadership dans les organismes, puis évidemment, qu'est-ce qu'on a dit ici haut là. Donc, il y a beaucoup de perfectionnement du CA, si ça peut aider comme le leadership, si ça peut aider comme les employés cadres, en amenant des nouveaux programmes, ça amène des nouveaux fonds dans l'organisme, donc ça peut aider comme la formation des cadres, la formation soit des membres du CA ou des cadres de l'organisme. Le type de projet, les dépenses admissibles, on regarde, c'est seulement des exemples qu'on donne, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut avoir, mais c'est les genres de projets qui pourraient être finançables. Pour les dépenses admissibles, je vous prie de regarder dans le guide du demandeur où est-ce qu'il y a une liste exhaustive des dépenses admissibles et non admissibles. Donc, idéalement, c'est des projets, des dépenses. On veut financer des nouveaux programmes, des nouveaux services ou des initiatives qui ne sont présentement pas offerts dans la communauté. Donc, ce serait de l'ajout de services dans la communauté pour les francophones. Ensuite de ça, il y a l'organisme franco-ontarien. C'est défini comme un organisme qui œuvre en français en Ontario et qui contribue au développement et à l'épanouissement de la francophonie.
C'est très important pour être éligible. Il faut que votre organisme ait un mandat envers l'épanouissement des services francophones. Il faut évidemment que vous opérez dans votre langue de tous les jours dans l'organisme doit être francophone. Ça ne peut pas être un organisme anglophone qui essaie de faire des services francophones. Il faut vraiment que votre but, un des buts principaux de votre organisme, c'est de desservir les clients en français. Donc, un autre type de projet, l'augmentation des capacités, de savoir-faire des gestionnaires, développement des compétences qui amènent à l'autonomie de l'organisme, à l'autosuffisance, la pérennité des institutions, des organismes, si ça peut être aussi des services de consultants, des experts conseils, du monde qui vont vous aider avec des analyses de faisabilité, des conseils d'experts, une planification stratégique, une étude de marché qui peut vous aider dans l'épanouissement de votre organisme, la formation, le développement des ressources, du coaching, du mentorat. Donc, je vous invite à aller voir la liste des dépenses admissibles. Pour les entreprises privées, ils doivent nécessairement contribuer au développement des services en français. Puis, on regarde ici des entreprises qui sont soit consultants ou soit de la gestion des artistes, des festivals musicaux, des événements d'art, de théâtre, la promotion événementielle. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde là, comme entreprise privée. Ce n'est pas nécessairement juste une entreprise de construction de paysagement, c'est pas une entreprise qui amène des nouveaux services aux francophones. C'est un service offert aux francophones, mais ça ne sert pas à l'épanouissement de la culture francophone en Ontario. D'autres exemples de projets, planification stratégique, on en a parlé, études de marché, Entoura, ça, si on a passé un petit peu ça. Programme d'encadrement des immigrants francophones, si c'est pour aider les immigrants francophones à s'intégrer dans la francophonie ontarienne, évidemment, c'est des choses qu'on peut regarder. C'est des groupes, un des groupes principaux, là, les trois groupes principaux qu'on vise, c'est les femmes, les jeunes et les immigrants. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être accepté. Ça dépend de toutes sortes de choses qu'on va passer plus tard, mais c'est des choses qu'on regarde. Une application mobile touristique où, par exemple, il pourrait y avoir les entreprises qui descendent les francophones dans une région. Ça, c'est un exemple de projet. Développement des capacités des gestionnaires. Puis, donc, on a mentionné, on va aller au prochain. Les projets qu'on recherche, donc encore là, c'est important de le mentionner. C'est des projets locaux ou régionaux qu'on veut faire. Malheureusement, les fonds, comme vous voyez là, c'est pas, ça n'affecterait pas assez des projets à répercussion provinciale ou nationale. Là, on aimerait en avoir plus de fonds. C'est des discussions qu'on a. Idéalement, on aimerait bien, là, mais il faut qu'on aille avec les fonds qui sont disponibles présentement. Il faut en faire le plus avec moins de fonds. Vous savez ça, la majorité des personnes à organismes à but non lucratif, là, vous savez qu'il faut en faire le plus possible avec des fonds qui sont parfois limités. Donc, il faut que les coûts soient raisonnables et soient reliés au projet. Il ne faut pas que ce soit relié à des activités existantes de l'organisme. L'investissement minimum requis pour les OBNL. Donc, les OBNL doivent fournir un investissement d'un minimum de 30% de la valeur du projet. Ceci dit, pour les OBNL, cet investissement peut être en espèces, donc en argent. Donc, ça peut être des dépenses qui sont, ça peut être partie des salaires qui ont besoin d'être payés pour le projet. Donc, si on a une personne qui est là à 15-20 heures par semaine, si cette personne-là, ça pourrait l'aider à payer un autre 10-15 heures par semaine. Donc, si c'est l'organisme qui paye cette partie-là, donc ça peut faire partie de
de l'investissement de l'organisme. Si c'est pour des bénévoles, donc ça, c'est un investissement en nature de l'organisme. Donc ça peut être les bénévoles. Vous allez voir les définitions là, dans la fort question, puis le guide du demandeur. On peut démontrer que ça peut être payé à une équivalence de 15 $ de l'heure. Par exemple, si on a besoin de 6 bénévoles à 15 heures par semaine pendant 10 semaines, bon, ben ça, si on dit que ça fait l'équivalence de 9 000 $, donc ça peut faire partie de votre investissement en nature. Il y a également l'investissement en espèces, donc l'investissement financier de partenaires au projet. On encourage évidemment les partenariats. On veut qu'il y ait des partenariats. On veut que les ressources soient accumulées ensemble pour pouvoir faire des projets plus grands qui ont plus d'impact dans la communauté. Donc, donc l'investissement en argent peut être considéré dans le budget. S'il y a des investissements en nature de partenaires, comme du bénévolat, ça peut être mentionné dans la demande, mais il ne faut pas les inclure dans le calcul du budget total, parce que ce n'est pas calculé dans l'effet de levier. Pour les entreprises privées, il faut qu'il y ait un investissement de 50% en argent de contribution financière là, dans le projet. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est vraiment comme les investissements. Qu'est-ce que l'argent qui va être dépensé dans la communauté? Combien est-ce que ça va rapporter dans la communauté francophone, puis ultimement dans le développement économique là, de la communauté francophone ontarienne. Projet recherché, on a passé ça un petit peu là. On va juste aller à la prochaine slide. On regarde création, maintien d'emploi permanent, création, maintien d'emploi temporaire aussi. Ensuite de ça, on a passé un petit peu à travers de ça. On va juste continuer. Il faut évidemment que ce soit des coûts raisonnables reliés au projet. Ce n'est pas des activités existantes de l'organisme. On va aller au prochain. On préfère là, de pouvoir vous expliquer comment appliquer un peu plus ça. Donc, les investissements requis, on a passé ça, on a parlé un petit peu. On va aller au prochain, le budget total du projet. Donc, dans le budget, vous devez inclure toutes les dépenses définies, catégorisées selon l'utilisation des fonds. On va aller vous montrer dans le budget, il y a des catégories qui ont été définies, mais c'est toujours bon de mettre une description des dépenses pour savoir là, comment est-ce que l'argent a été dépensé, puis est-ce que vous avez analysé là, tous les besoins financiers du projet. Donc, la grille d'évaluation, on va passer un petit peu après. On va aller là-dedans en détail, c'est la prochaine slide. Donc, côté de la grille d'évaluation, qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? Bon, mais il y a 50% de la grille d'évaluation qui va vers l'impact de l'investissement dans la communauté. Si vous me permettez, là, je vais aller un petit peu dans les définitions. Les secteurs prioritaires, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'est-ce qu'on a énuméré au début? La francophonie, l'économie sociale, la petite enfance, l'intégration de nouveaux arrivants, le tourisme, personnes aux prises avec un handicap ou personnes vivant en milieu défavorisé, favorise une culture d'inclusion, les femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les nouvelles technologies, idéalement, s'il y a des projets innovateurs, si ça peut aider des projets innovateurs, c'est quelque chose qu'on regarde. Ensuite, 15%, c'est les liens avec le pilier du plan stratégique communautaire. La Vision 2025, vous pouvez l'avoir sur notre site web là, de l'AFO. On regarde les piliers vraiment là, pour le développement économique, l'employabilité, l'accessibilité, l'utilisation des services en français, les groupes prioritaires, puis l'éveil, les constructions identitaires, la concertation, la collaboration entre organismes, puis le renforcement des capacités. Finalement, dans ce premier 50%-là, le dernier 15%, c'est l'impact dans la communauté, donc l'innovation du projet, la création et le maintien d'emploi à temps plein et à temps partiel.
Si vous avez des emplois qui vont être à temps partiel, il faut vraiment déterminer là, entre le temps partiel et puis le temps plein. Si c'est des emplois à temps partiel, il faut démontrer ça à 0,5 équivalent temps plein. Puis, si c'est des emplois à temps plein, c'est 1 équivalent temps plein. Donc, 2 emplois à temps partiel équivalent à 1 emploi à temps plein. Ensuite, le prochain 30 c'est la capacité à gérer des projets. On essaie évidemment là, de pouvoir financer du monde qui ont les capacités de créer le projet, de faire le projet, de gérer le projet, qui ont déjà démontré leur capacité à pouvoir produire ces projets-là, qui ont un réseau de partenaires fiables, établis, qui ont eux aussi des capacités financières à investir dans ce projet-là. Donc, il y a un 10 qui est pour le processus organisationnel, à savoir capacité de gérer, s'il y a un CA actif en place, si vous avez des politiques, des procédures, s'il y a une efficacité organisationnelle. Un deuxième 10 c'est sur l'expérience, les années d'existence de l'organisme, la situation financière, raison pourquoi on a besoin de voir les états financiers. Tous les renseignements sont confidentiels, mais il faut évidemment voir la santé financière, puis la dépendance que l'organisme aurait à ces fonds-là ou l'utilisation qu'il en ferait là, pour ça. Donc, ensuite de ça, un 10 pour le profil et partenariat communautaire pour les projets et les partenariats qui ont été réalisés dans le passé. Ça, c'est important de démontrer ça. Dernier 20 c'est la qualité de la demande. Donc, savoir l'état du projet, où est-ce que vous en êtes rendu dans la préparation du projet. Est-ce que c'est un projet qui a été pensé, qui a déjà été peaufiné, dont vous êtes prêt à démarrer dans les prochaines semaines, prochains mois. Il ne faut pas que ça prenne, évidemment, comme 6 mois, 1 an à développer le projet. Il faut que ce soit des projets qui sont démontrés que vous êtes prêt, à démarrer ça là, le plus tôt possible. Ensuite, si ça l'amène, il y a la qualité générale de la demande aussi qu'on regarde. Si ça amène aussi des renforcements de capacité, la continuité, la relève, la pérennité de l'organisme et finalement l'effet levier dans la communauté, les répercussions sur le développement économique. Donc, vous allez voir là, vraiment dans la foire question là, les détails là-dessus. Donc, les étapes de l'application en ligne. Si vous voulez être un petit peu patient, on va essayer de vous montrer littéralement comme qu'est-ce que vous avez besoin de faire là, pour aller là. L'étape 1 est déjà faite dans le fond. Vous devez avoir lu le guide du demandeur, la foire aux questions. OK. Donc, la première chose, c'est de télécharger le formulaire de demande Word. On a fait un exemple si vous pouvez télécharger, on a fait un exemple. Là, vous allez télécharger un exemple qui est blank, comme on dit, qui est vierge. Là, on va essayer de mettre des split screen pour pouvoir vous partager ça, vous démontrer ça. Okay. C'est en train de se faire. Ça s'en vient d'ici quelques secondes. Donc, on va faire les 2 screens ensemble. OK, on va voir le formulaire à droite. Ça va apparaître d'ici quelques secondes dans votre... Ça devrait commencer bientôt. Je ne le vois pas encore. Là. Je vois, on a un test à côté là, qui démontre ça. Là. Je le vois comme vous, là, mais on essaie de partager ça là, à l'instant. Donc, c'est de télécharger. OK, on le voit là. Le formulaire qui est à droite, vous allez voir, là, vous allez télécharger le document vierge. Vous allez à gauche là, pour télécharger le formulaire en Word qu'on voit ici.
Puis, ça l'ouvre le document vierge. Là, on a autopopulé la demande. C'est très bref, qu'est-ce qu'on a fait. C'est juste pour vous montrer comment le télécharger puis le mettre en ligne. Ensuite de ça, il va avoir le budget aussi à aller chercher. Donc, on a un exemple là, ici dans le côté à gauche. Là, on démontre l'exemple pour aller chercher, on va aller chercher le budget, puis on va démontrer aussi comment le monter. Là. Donc, on va prendre juste quelques secondes. Ça, c'est le budget ici. Donc, vous allez voir, ça va un petit peu back and forth. Là. On a juste une coupe de cette. Okay. Donc, on a le budget ici. On va le rester là. Si on peut monter juste en haut dans le budget, un petit peu plus haut, on va monter, ça c'est les revenus. Donc, dans les revenus, il y a des, si vous allez dans la catégorie comme le A7, 8, 9, cliquez là-dessus, puis vous allez voir des catégories qui devraient venir. OK, donc on voit, là, ça va prendre... ça s'en vient pour vous dans quelques secondes. Là. On s'excuse, on essaie de vous montrer comme plein de choses en même temps. Là. Puis là, vous voyez, là, il y a le petit drop-down où est-ce que vous choisissez la sorte, le type de dépense. Vous pouvez choisir les fonds multiplicateurs, un maximum de 25 000, l'investissement de l'organisme en argent ou en nature, c'est soit un ou l'autre. Et puis, il faut vraiment mettre la description. Comme si vous êtes en argent, c'est comme ça vient des revenus de l'organisme ou ça vient d'une subvention, d'une autre subvention peut-être que vous avez eue. Si c'est un investissement de l'organisme en nature ou en bénévolat, c'est une autre description que vous devez mettre le nombre de personnes, fois le nombre d'heures, fois le nombre de semaines, à un taux potentiel de 15 de l'heure. Donc ça peut être une partie du budget. Il faut vraiment déterminer si c'est dans l'année 1 ou l'année 2 là, que ces dépenses-là vont être faites. S'il y a d'autres partenaires financiers aussi ou s'il y a d'autres types de revenus, il faut les démontrer. Très, très, très important, il ne faut pas écrire dans les cellules vertes. Il y a des formules dans les cellules vertes. Si on clique dessus, là, vous voyez, là, vous allez voir, là, dans les cellules vertes, il y a des formules, donc n'appuyez pas sur les... vous avez juste besoin de rentrer l'information dans les cellules jaunes. Là, on va baisser au bas. Vous démontrer les dépenses. Donc, on va aller dans les dépenses. OK. On va juste remontrer manuellement. Là aussi, il y a des catégories de drop-down. Ça va venir, là. Il faut juste avec les flèches. OK. Donc, ça va arriver d'ici quelques secondes là, sur votre screen. Si on clique sur la dépense du budget, vous pouvez voir les dépenses qui vont venir. Là. Donc, vous avez le choix honoraires professionnels, rencontres, ateliers, conférences, si c'est des fournitures, des frais de déplacement ou d'hébergement. Encore là, il faut démontrer la description, la différence d'un ou l'autre. On a essayé de prendre les grandes lignes là, des états financiers créés par les comptables là, pour essayer de voir comme que ça marche avec vos budgets existants. Donc, si on monte, on peut monter de 2 aussi. Si on monte juste la petite flèche, c'est ça. Et évidemment, les avantages services sociaux, puis les achats de services contractuels, les honoraires professionnels. Donc, ça, c'est des avantages des services sociaux. Ça, c'est vos propres salaires et employés. Encore là, il faut mettre les salaires s'il y a de la création d'emplois, les salaires de ces nouveaux employés-là. Mais s'il y a un salaire consacré, s'il y a une partie d'un employé existant qui va être consacré à ce projet-là. Exemple, si le directeur général va consacrer 5, 7, 8 heures de son temps à gérer ce projet-là, ça peut faire partie des salaires et des avantages sociaux.
l'achat de services contractuels, ça, ce serait des employés à salaire ou est-ce qu'il y a une fin de contrat? Ça peut être, ou est-ce qu'il y a une date de fin de contrat? Ça, ce serait des employés temporaires. Qu'on va mettre dans la description. Les honoraires professionnels seraient des honoraires professionnels comme des experts conseils, des consultants, des comptables, fiscalistes, des avocats, services légaux, quelque chose comme ça. Donc, il faut évidemment que le total de la demande budgétaire, le total des dépenses doit être égal au revenu. Si on va au bas, vous voyez ici au bas du budget, il y a un genre de réconciliation budgétaire. Donc, ça, c'est juste une petite formule simple qui égale le total des dépenses avec le total des revenus. Si ces deux-là ne sont pas égales, ça va être démontré ici qu'il y a une différence entre les deux. Puis, on a une formule aussi pour démontrer votre investissement minimum de 30 %. C'est bon de calculer vous-même aussi parce que c'est pas automatique quand même, ça dépend des revenus que vous avez mis, mais en gros, c'est qu'on a mis le pourcentage d'effet multiplicateur. Donc, qu'est-ce qui resterait, c'est votre investissement de votre organisme en argent ou en nature, mais il faut évidemment que les contributions des partenaires en nature ne soient pas incluses dans le budget. OK, donc, ça, le budget, il faut que vous le complétez dans vos documents internes. Puis, le formulaire d'application aussi doit être complété dans vos documents internes. On a un nouveau logiciel ici, Membogo, où est-ce que vous allez pouvoir insérer votre demande. C'est juste que le Membogo ne sauvegarde pas automatiquement la session présentement. Donc, on a eu quelques problèmes la dernière fois, là, il y en a qui ont perdu l'information. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande absolument, absolument important de mettre vos réponses dans votre document Word, dans vos documents internes, de garder ça, puis de compléter ça là-dedans, puis de vraiment compléter votre budget et l'application dans le Word avant d'aller dans le formulaire en ligne qu'on voit maintenant à gauche. Là, à gauche, vous allez voir, on va essayer de le populer rapidement. On voit le nom d'organisme, ensuite, quelle sorte d'organisme, à but non lucratif, social ou privé, puis le territoire desservi, qui serait comme Ottawa, c'est votre région, dans le fond. Donc, on continue là-dessus. Ça, c'est les contacts, la personne contact, les coordonnées. Ensuite, on saute, c'est les coordonnées d'adresse postale. Pour votre organisme, c'est important que votre organisme doit être à une adresse dans le sud de l'Ontario. Pour que ce soit un organisme du Nord qui veut donner un service dans le sud, il faut vraiment que l'organisme soit basé dans le nord de l'Ontario. Donc, on continue là-dessus. C'est important, vous allez voir aussi où est-ce que les astérix en rouge, ce sont des champs obligatoires. Donc là, on arrive aux coordonnées. Le site web, c'est important d'avoir le site web et le téléphone. Facebook et Twitter ne sont pas obligatoires. Puis, le site web, c'est important que vous mettez sous la format https:// puis ensuite monassemblée.ca selon le format qui est fourni là. Si vous l'oubliez, ils vont vous prompter, là, ils vont vous dire de le mettre d'une façon ou d'une autre. Là. Donc, on continue là-dessus. Les groupes ciblés. Donc, c'est important de mettre le groupe principal, le groupe qui sera le mieux desservi. Dans votre demande, dans les questions plus tard, vous allez pouvoir dire tous les groupes que vous mettez. Mais là, c'est important de dire le groupe principal que vous allez desservir. Donc, on continue là-dessus. Là, on arrive, là, si vous voyez aussi à droite, là, on voit les réponses. Les organismes. Donc là, comme qu'on fait là, on fait un copy de ces questions-là dans le mandat et l'organisme. C'est important, c'est un maximum de 1000 caractères. Là. Donc, vous voyez, on veut que vous allez directement au but
mettez directement la question. On peut continuer. Donc, 1000 caractères, si vous y pensez, là, c'est environ 150 à 200 mots. Donc, c'est bref. Il y a 4-5 questions principales, mais on ne veut pas vous éterniser là, à remplir ça ou à remplir des choses qui ne sont pas directement liées au projet qu'on a besoin. Là. Donc, on met le nom du projet, la date de début, ce serait au moins le mois d'octobre. On pense, si tout va bien, on pense pouvoir déterminer les gagnants mi-octobre, puis mi-octobre, fin octobre, pouvoir débourser les fonds pour ça. Donc, on voit là les cours descriptifs du projet, l'impact escompté. Vous allez voir là, tout dans le formulaire, il y a les descriptions des projets, il y a les descriptions des questions, l'information qu'on va avoir. Il y en a encore plus dans le guide du demandeur. On vous recommande évidemment là, de voir là, le guide du demandeur pour avoir ces définitions-là, pour voir comme qu'est-ce qu'on veut avoir comme exemple d'information. Ensuite de ça, donc vous voyez, on a rentré ça. Le nombre de partenaires, c'est un partenaire. On fait juste nommer le partenaire, c'est quoi leur contribution au projet. Comme je vous dis, là, c'est pas mal toute l'information est dans le guide du demandeur. Puis on peut continuer là-dessus. Ça, c'était les questions principales. On arrive ensuite à création d'emploi. Comme je vous dis, il faut que ce soit des réponses numériques et non pas en lettres, en mots. Donc, il faut que ce soit des chiffres. Puis là, on continue. Donc, ici, c'est ici qu'on arrive là, au document où est-ce qu'on va avoir besoin de transférer des fichiers. Les fichiers qui sont importants, le total du budget. Ici, on va commencer à démontrer là, le transfert de ces documents-là, juste pour vous montrer. Votre numéro d'entreprise en haut à droite, ça, c'est le numéro que vous avez reçu de l'Agence de revenus du Canada. C'est votre numéro d'entreprise qui a sa 9 chiffres. Il y a actuellement RT0001 ou RP0001 à la fin quand vous avez fait les transmissions des taxes, la taxe de vente harmonisée. Là. Habituellement, ce numéro de compte-là, il est là. Là, on regarde aussi, on a besoin d'avoir les lettres patentes, donc le nom officiel de l'organisme pour qu'on puisse avoir le nom officiel à mettre sur les ententes. Un spécimen de chèque qui est pour savoir évidemment où déposer l'argent si vous êtes accepté. Puis la police d'assurance qui démontre que vous êtes bel et bien assuré. Là, il faut démontrer ces preuves-là là, pour qu'on puisse continuer avec ceux qui ont été acceptés. Mais ça a besoin d'être dans la demande. Là, ici, si vous voulez appuyer votre demande de documents supplémentaires, ne sont pas obligatoires, mais évidemment fortement recommandés que vous puissiez nous démontrer. Ça démontre en gros la capacité de l'organisme, les états financiers, si vous avez un plan d'affaires, une planification stratégique qui a été créée pour ce projet-là, qui démontre justement, qui est appuyé par des chiffres, des données, des recommandations. Si vous avez un rapport annuel qui a été produit, ça nous démontre un petit peu le résumé de l'organisme. On veut en savoir, on n'a pas besoin de 40-50 pages de documentation, mais il faut évidemment avoir l'information la plus concise, mais qui démontre la pérennité de l'organisme. Si on peut mettre peut-être un autre document, ça peut être des lettres d'appui de partenaires, si vous avez des partenaires dans le projet. Ça peut être d'autres, les membres du CA de l'organisme. Toute autre information que vous jugez qui pourrait être pertinente à la grille d'évaluation du projet. Donc, ensuite, on clique continuer là-dessus. Il reste deux petites choses très simples. On déclare que l'ensemble des informations incluses dans la demande sont exactes et complètes. On clique le petit crochet, continuer, et un autre petit crochet pour
permettre à la FO et ses représentants de partager les informations avec les représentants du gouvernement. Donc, c'est juste pour, avec FedDev, pour offrir des vérifications, monitoring, ou les autres partenaires financiers du projet s'il y a des besoins. Mais ça, c'est seulement s'il y a un grand besoin, là, comme s'il y a d'autres organismes là, qui auraient besoin d'avoir ça, mais c'est certain qu'on ne partage pas ça avec le public ou avec d'autres compagnies, d'autres entreprises privées. Donc, on clique sur « Envoyer » et voilà, c'est tout. C'est ça le dépôt d'effet multiplicateur. Si vous avez des questions, on est ici pour vous répondre. Mon courriel est là, juste laisser la marche à mon assemblée. Dans la dernière page, il est ici également. Mon numéro de téléphone. Je suis, pour votre information, je suis hors du bureau à partir du 29 juillet jusqu'au 6 août. Donc, si vous avez des questions avant vendredi cette semaine, s'il vous plaît, sinon ça peut aller au mois d'août, vous avez quand même jusqu'au 3 septembre pour le remplir. Là. Donc, on a amplement de temps. S'il vous plaît, n'attendez pas le 2 septembre ou le 3 septembre au matin pour nous poser des questions. On espère que vous allez être proactifs là-dessus. Comme d'ici la fin du mois d'août, on espère qu'on va pouvoir répondre la mi-août, on va pouvoir répondre à la majorité de vos questions. Comme on vous dit, s'il y a eu d'autres questions, si vous avez des questions là, dans le chatter, demandez-les ou inscrivez-les à ce moment-ci. OK, on a une question. Pouvez-vous élaborer comment l'effet de levier sera calculé durant l'évaluation? Donc, l'effet de levier est calculé selon le pourcentage d'investissement dans la communauté. Donc, on regarde le pourcentage d'investissement en espèces, en argent de l'organisme, en nature, s'il y a des bénévoles, puis l'investissement financier des partenaires dans le projet. Puis, en additionnant ça à effet multiplicateur, on peut démontrer là, le calcul de l'effet levier. On regarde également, il faut regarder, c'est pas juste ça qu'on regarde, là, comme vous avez vu, là, si vous voyez c'est dans la foire aux questions, la troisième avant-dernière page, là, les pourcentages, là, la grille d'évaluation des jurys sera là. Donc, eux aussi, il faut vraiment regarder ce côté-là là, pour les jurys. Mais c'est un ensemble de facteurs. Mais en gros, c'est ça. C'est votre investissement en espèces, en nature, en espèces de vos partenaires, divisé par l'investissement d'effet multiplicateur. Puis, c'est ça. Une autre question, est-ce que le 30% contribué par l'organisme ou partenaire peut venir d'un autre ou autre bailleur de fonds? Si c'est une autre subvention que vous avez eue d'un autre bailleur de fonds, oui, on ne considère pas ça un investissement de l'autre bailleur de fonds. On dit, vous avez reçu une subvention de ce bailleur de fonds-là, donc cet argent-là vous appartient. Il faut s'assurer que vous allez pouvoir investir ça dans la durée du projet, évidemment. Mais oui, ça peut venir d'un autre partenaire ou d'un bailleur de fonds. Puis il faut démontrer le plus tôt possible la capacité. Il faudra démontrer avant de pouvoir débourser qu'au moins il y a une entente, puis qu'il y a des fonds que vous attendez d'eux. Puis avant le rapport final du projet, il faudrait démontrer cet investissement-là de l'heure dans votre rapport de dépenses. Il n'y a pas de rapport de dépenses qui sont dus au début du projet. Comme on regarde, il y a des rapports trimestriels très brefs. On regarde juste 5 aspects, mais il y a juste 3 aspects qui sont regardés dans les premiers rapports trimestriels. Seulement le rapport final demande des données actuelles des dépenses actuelles, des dépenses et revenus actuels. Au début, on regarde juste le progrès. Ensuite de ça, le nombre de participants, les données probantes. Le nombre de participants, s'il y a des ateliers, s'il y a des experts conseils, juste des données là-dessus. C'est juste pour suivre l'évolution un peu du dossier, savoir si tout va bien. Si tout ne va pas bien, on est là pour vous aider
évidemment. Là. Donc, s'il y a ça, excusez, d'autres questions qui rentrent. Là. Donc, on regarde ça là, dans l'évaluation du dossier. Si le projet ne cible pas précisément un seul groupe cible prioritaire, sommes-nous disqualifiés? Absolument pas. C'est pas disqualifié. C'est certain que plus qu'il y a de groupes qui sont visés, plus qu'il y a de groupes prioritaires dans nos paramètres qui sont visés, c'est sûr que ça va donner plus de points dans le barème d'évaluation. Mais s'il y en a, si c'est fort pour desservir un ou certains des clients, s'il y a une bonne répercussion dans la communauté, s'il y a une bonne capacité à gérer le projet, s'il y a un bon impact dans la communauté, si ça suit les piliers du plan stratégique communautaire. Là. Mais les seules 5 choses que vous avez besoin de savoir pour savoir si vous êtes éligible, c'est vraiment c'est vous devez faire partie des 3 groupes suivants, soit un organisme à but non lucratif, une entreprise sociale ou une entreprise privée. Deuxième, il faut que vous soyez franco-ontarien. Par franco-ontarien, là, c'est que vous devez non seulement œuvrer en français, le cours normal de vos opérations se fait en français, votre CA est en français, vos documents sont en français, vous devez contribuer au développement et l'épanouissement de la francophonie. Là. Donc, votre mandat, c'est d'aider la langue française en Ontario. C'est vraiment ça, là, il faut que ça pour être admissible. Là. Si vous êtes un organisme anglophone qui veut faire des choses en français, c'est pas admissible. Les fonds visent vraiment les organismes franco-ontariens. Ensuite, vous devez être basé sur le territoire de FedDev. La map est disponible, là, vous l'avez vu dans le webinaire, mais il est évidemment là, dans la foire aux questions. La map est là. Toutes les informations qu'on a vues dans le webinaire sont disponibles soit dans la foire aux questions ou le guide du demandeur. Donc, toute l'information est là. Quatrième, votre projet doit soutenir le plan stratégique communautaire Vision 2025, qui inclut les 4 piliers stratégiques, essor vitalité, attraction, rétention, participation et célébration, puis la concertation et l'organisation. Vous avez un lien là, pour le plan stratégique communautaire. Là, vous avez un lien dans la foire aux questions. Si on peut cliquer là-dessus, puis ça vous amène directement là pour voir là, les 4 piliers stratégiques qui sont là. Vous avez plus d'informations. Puis je pense qu'un PDF sont un petit peu plus haut. Celui-là, c'est celui-là là, qu'on regarde, c'est le PDF du plan stratégique communautaire. Puis ensuite de ça, c'est vraiment on regarde à outiller les organismes communautaires et locaux francophones du sud de l'Ontario. À noter que les institutions gouvernementales, eux, ils ont leur propre fonds, ils ont plusieurs programmes là, qui peuvent être admissibles ou jusqu'à des bons montants d'argent qui sont disponibles. Là. Donc, eux, les hôpitaux, les écoles, les conseils scolaires, institutions postsecondaires, collèges et universités ne sont pas admissibles à effet multiplicateur, mais ils peuvent être des partenaires financiers des organismes demandeurs ou des partenaires en nature. Si il y a des bons partenariats de ce côté-là, c'est sûr que ça va appuyer votre demande. On va retourner aux questions. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. OK, je pense que ça a l'air d'être ça. On va essayer de rendre disponible là, on va mettre la foire aux questions d'ici une journée ou deux, d'ici la fin de la semaine, assurément. Puis, le vidéo du webinaire, si jamais vous parlez à du monde, s'il y a des personnes qui ont manqué le webinaire, le lien de l'inscription au webinaire va devenir, d'ici une journée ou deux, va devenir un lien à la vidéo, soit qu'on va le mettre sur YouTube ou on va le mettre un lien vidéo pour avoir l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des personnes qui ont manqué ça, ça va être disponible là, dans la même section effet multiplicateur de notre site info. Donc, on vous remercie beaucoup de votre
attention. J'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel pour en discuter un petit peu plus. Donc, c'est ça. Donc, à la prochaine. On espère vous jaser au courant de l'été, sinon avoir des nouvelles d'ici là, fin août, et assurément avant le 3 septembre pour les dames. Donc, merci.